Bienvenue sur Vivre FM en toute franchise 93.9 pendant 1 heure avec non pas mon invité mais mes invités. Aujourd'hui je reçois, pour une émission un peu particulière, Jean-Paul Garot qui est rapporteur du budget de la justice, qui est juge d'instruction, magistrat, vous m'arrêtez si je me trompe, oui. Député de la Gironde, à Pomerol, c'est ça? Oui. Il n'y a pas que Pomerol, mais c'est vrai que Pomerol, ça donne des idées. Permanence, c'est à Pomerol. Exactement. Et Sylvia Brégé, j'ai oublié quelque chose peut-être dans le... Non, mais j'y reviendrai. Sylvia Brégé, donc, qui est à l'association, qui s'occupe de l'association Criminonet, entre autres, qui est cybercriminologue et qui travaille avec la gendarmerie nationale, entre autres. Elle se présentera tout à l'heure plus en détail. Je vous rappelle le principe de l'émission. Écoutez bien parce que vous n'êtes pas au courant. Mes deux invités, donc un invité qui répond à des questions sérieuses, incongrues, parfois pièges, liées à son métier, à l'actualité, au handicap, en un mot à la vie, à sa vie. Devant lui, un jeu de cartes face cachée. Au-delà de celle-ci, des questions liées à 4 thèmes: actualité, handicap, professionnel, questionnaire de Proust. Pour mettre un petit peu de piment, bien évidemment, quelques cartes gages et une seule carte joker. Je reçois donc aujourd'hui Jean-Paul Garot et Sylvia Brégé. Nous, on va marquer une petite pause en musique et on se retrouve nous tout de suite après sur Vivre FM. De retour en toute franchise avec aujourd'hui nos invités, je le rappelle, Jean-Paul Garot, magistrat, député de la Gironde, rapporteur parlementaire, rapporteur du budget de la justice, entre autres. Sylvia Brégé, qui est criminologue et à la tête de l'association Criminonet. Alors, je vais vous laisser vous présenter les uns les autres. Alors, je vais commencer, courtoisie oblige, par Sylvia Brégé. Sylvia, je vais vous demander de vous présenter. Donc oui, responsable de l'association Criminonet, qui est une association où il y a 4 départements: criminologie, victimologie, psychologie, cybercriminologie et sécurité informatique des entreprises. On intervient en prévention, conférences, formations, débats sur des sujets d'actualité, donc des problématiques comme apprendre aux enfants à s'autoprotéger. On entend beaucoup parler de violence au sein de l'école, à l'extérieur de l'école, donc on leur apprend un petit peu et on réfléchit de façon interactive avec eux à travers des jeux de rôle, etc. On aborde les problèmes d'Internet, certains problèmes grandissants d'ailleurs, à ce niveau-là. Et puis au niveau des adultes, on vient aussi informer les parents, ce sont les premiers d'ailleurs qui devraient être informés, mais également les professeurs, tout public en fait, professionnels de la santé, de l'État, sur différentes problématiques, y compris celles qui concernent la pédophilie. Mais ça c'est pour un public plus... Voilà, police, gendarmerie, professionnels de la santé, c'est-à-dire hospitaliers, etc. D'accord. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que nous proposons. Donc c'est très très vaste. Et entre autres, à côté de ça, je travaille effectivement avec la gendarmerie nationale, police judiciaire, sur les formations de ces personnes afin d'appréhender au mieux des criminels, notamment des pédophiles, leur mode opératoire, comment ils fonctionnent, des techniques d'audition pour les faire avouer plus vite, on va dire. Donc c'est tout cet assemblage, toute cette cause, en fait, toutes ces causes, puisqu'elles sont plusieurs. Alors nous, évidemment, on va se focaliser un peu, on va cibler un peu aujourd'hui le débat et on va se focaliser plus sur la cybercriminalité et la cyberpédophilie, puisqu'il y a effectivement, ça touche bien évidemment les enfants et l'innocence. Donc on va essayer de voir un peu plus clair. Jean-Paul Garot, je vais vous demander maintenant à vous de vous présenter. Oui, alors je suis donc député de la Gironde, spécialisé quasiment dans les questions de justice, parce que j'ai exercé les fonctions de magistrat. J'étais effectivement juge d'instruction, président de tribunal, directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature, dont j'ai exercé pendant une 20aine d'années. Et donc c'est un métier qui m'a passionné. J'ai été confronté, bien entendu, à des grandes affaires, des grosses affaires, des affaires où j'ai connu des criminels évidemment très dangereux, et j'ai été en contact notamment bien sûr aussi avec les victimes. Enfin, tout ceci m'a forgé dans ma volonté de vraiment m'impliquer à fond dans le domaine. Et ensuite, en 2001, j'ai pris une décision de m'engager encore davantage. J'ai fait un peu de politique, j'en avais jamais fait d'ailleurs jusque-là. Je suis pas quelqu'un d'ailleurs du système politique, je viens de la société civile. Et je me suis présenté à une élection législative, difficile d'ailleurs. Donc j'ai été élu en 2002, réélu en 2007, et parmi mes actions, bien sûr, depuis 2002, je suis effectivement rapporteur du budget depuis 2002, tous les ans, et puis en même temps j'ai été rapporteur ou porte-parole de plusieurs textes
importants sur la justice, les lois Perben, la loi de prévention de la délinquance, la loi sur la rétention de sûreté, la dernière, du 25 février 2008. Et j'ai travaillé au sein de la commission des lois, je travaille toujours au sein de la commission des lois, sur ces questions. J'étais encore ce matin même au ministère de la Justice, dans le cadre d'un travail de simplification des procédures pénales. Et il va y avoir plusieurs lois qui vont arriver aussi. Enfin, je crois connaître quand même bien le milieu judiciaire, le milieu de la justice. Je souhaite absolument accorder plus d'importance qu'elles n'en ont encore, même s'il y a eu des progrès en la matière, aux victimes, parce que je crois que les victimes, bien entendu, doivent avoir au moins une place égale dans le procès pénal entre la victime et l'auteur. Et puis je serai prochainement le rapporteur de la loi pénitentiaire, qui est attendue depuis des années, et qui donc devrait venir à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Enfin voilà, je suis. On va parler de ça, bien évidemment. On peut effectivement rappeler que demain, vendredi 17 octobre, il y a lieu un colloque sur le thème neutraliser les grands criminels, où vous, bien évidemment, vous interviendrez et vous animez un peu le colloque. Nous, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur la cybercriminalité et ce qui est mis en place aujourd'hui au sein de la justice pour essayer de gérer au mieux l'intérêt des victimes, bien évidemment. Lorsqu'on parle par exemple de cyberpédophilie et de pédophilie, il est vrai qu'aujourd'hui on parle aussi d'injonction de soins. Alors la question est la suivante. Aujourd'hui, lorsqu'un pédophile est incarcéré, il y a logiquement une obligation de soins. Mais qui n'est pas mis en place par manque de moyens, souvent au niveau des psychothérapeutes en prison. La justice n'a pas suffisamment les moyens de mettre à disposition dans les prisons ce personnel-là. Et effectivement, on se rend compte à la fin de l'incarcération, de la détention, que finalement ils n'ont pas été soignés plus que ça, voire pas du tout, qui sont libérés sans suivi forcément. Et du coup, est-ce que, on arrive à avoir une récidive qui est, à mon avis, plus importante dans ces cas-là parce qu'ils n'ont pas été soignés. Donc on a un souci à ce niveau-là. Donc, quelles sont les choses nouvelles à ce propos? Alors nous, on va marquer malheureusement une petite pause en musique et on se retrouve après. Ça nous laisse le temps de réfléchir à tout ça. De retour en toute franchise avec nos deux invités, donc Jean-Paul Garot et Sylvia Brégé. Donc la question avant était effectivement au niveau des soins, de l'injonction de soins lors de l'incarcération d'un pédophile, alors que c'est une loi qui a été votée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas appliquée et où est le problème en fait à ce niveau-là en fait? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée principale, c'est que lorsqu'un individu est incarcéré, il faut, j'ose dire, profiter du temps d'incarcération pour faire en sorte de traiter celui qui en a besoin. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il va sortir un jour et qu'il faut qu'il sorte évidemment dans les meilleures conditions et qu'on fasse en sorte qu'on évite tout risque de récidive, même si le risque zéro, bien entendu, n'existe pas. Donc sur l'injonction de soins, effectivement, nous avons maintenant un dispositif législatif qui peut obliger donc un individu à suivre des soins. Alors, on peut passer, il y a un débat qui consiste à dire, oui, mais si on impose des soins, celui qui les reçoit ne les acceptera pas, donc ça ne sera pas efficace, etc. Quoi qu'il en soit, il y a des injonctions de soins maintenant qui existent et qui font que quand un individu, on envisage de le placer, par exemple, en libération conditionnelle, on envisage de le faire sortir en semi-liberté, eh bien, on peut le faire et on peut mettre un certain nombre de mesures d'accompagnement, dont celle d'une injonction de soins. Et si l'injonction de soins n'est pas satisfaite, eh bien à ce moment-là, on peut révoquer la mesure. Donc il y a une obligation qui pèse sur cet individu, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Parce que le problème de ces gens qui sont incarcérés, donc responsables, puisqu'ils ont été déclarés responsables, puisqu'ils sont incarcérés, mais qui sont dans des états limites, des états vraiment sont des gens à problème, si je peux dire, à problème psychologique, physique et tout ce qu'on peut comprendre, notamment en ce qui concerne, voir en ce qui concerne donc cette criminalité pédophile. Eh bien, à ce moment-là, il faut, bien entendu, le traitement ne peut pas être qu'un traitement d'exemplarité de la peine ou de les mettre en prison. Le traitement est forcément un traitement qui doit consister aussi à les traiter. Mais il faut
il faut qu'il accepte. Et souvent, malheureusement, certains de ces individus sont persuadés qu'ils ne sont pas malades. Oui, d'accord. Mais donc, la question est, aujourd'hui, il y a une loi effectivement qui oblige l'injonction de soins, et malgré tout ça, cette loi n'est pas appliquée, parce que est-ce que la justice a, au niveau du budget, par exemple, un problème pour financer peut-être les psychothérapeutes dans les prisons, je sais pas. Alors, il y a des réformes qui sont en cours suite évidemment à cette loi. Il y a des réformes d'abord en ce qui concerne l'administration pénitentiaire elle-même, parce que on part là aussi de très loin, c'est-à-dire qu'il y avait une situation qui était tout à fait négative, si j'ose dire, malgré toute la bonne volonté des gens qui travaillent en prison. Moi, je veux quand même dire au passage, je veux saluer tous ceux qui travaillent en prison, tous ceux qui sont en relation avec ce travail ô combien ingrat et difficile, et ils ont beaucoup de mérite. Bon, donc il faut, si vous voulez, dès 2002, nous avons mis en place des politiques où il y avait et où il y a toujours des moyens financiers. Alors, on a construit des prisons, on a équipé un certain nombre de quartiers, même si la situation n'est pas encore parfaite, mais 13 200 places de prison ont été créées. Enfin, on essaye de lutter contre la surpopulation pénale, etc. Parce que bien entendu, s'il y a cette promiscuité dans les prisons, comment voulez-vous faire un traitement digne de ce nom? Bon, donc il faut commencer par améliorer la situation des détenus en prison, et ensuite, en même temps, faire en sorte de mieux les encadrer d'un point de vue médical. Et pour ça, on a les CMPR qui existent, on a le Centre national d'observation de Fresnes qui existe, mais notamment parmi les dispositions que j'avais préconisées, il faut mettre en place des centres régionaux d'observation. Il faut effectivement accroître la présence d'experts, de médecins, de psychologues dans les prisons, d'accompagnement bien entendu, pour favoriser cette sortie et pour prendre en compte ceux d'entre eux qui sont des délinquants, mais aussi des malades. Alors, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des gens en prison qui ont peut-être des problèmes, mais qui ne sont pas non plus des malades. Parce qu'il y a ceux qui sont très dangereux, bien entendu, et qui ont des problèmes psychologiques. On parle de pédophilie aujourd'hui. Donc on va parler de cette population carcérale là, plus que sur les criminels autres, etc. Il y a en termes de loi, puisque vous êtes ancien magistrat et juge d'instruction, une différence aujourd'hui en termes de jugement sur le pédophile qui est accusé pour viol sur mineur avec pénétration et celui qui est accusé d'attouchement. Celui qui est jugé pour attouchement va finalement être j'allais dire en correctionnel, et celui qui aura violé par pénétration va être aux assises. Pensez-vous, monsieur le député, que à un moment donné, l'enfant est plus ou moins touché s'il a subi pendant 10 ans des attouchements ou s'il a subi une seule fois finalement un viol avec pénétration? Non. Est-ce que ces pédophiles-là, à un moment donné, et pourquoi le terme juridique, certains sont accusés de meurtre, ensuite à la cour de déterminer si c'est un meurtre au premier degré ou au second degré, s'il y a une circonstance atténuante, etc. Et on le fait pas finalement avec les pédophiles, puisque le terme pédophilie n'est pas reconnu en termes de justice. Oui, parce que en termes judiciaires et juridiques, il y a le viol, il y a l'attentat à la pudeur avec violence ou sans violence, il y a plusieurs qualifications pénales, puisque nous sommes en matière de droit pénal. Et en matière de droit pénal, il ne peut pas y avoir d'interprétation du droit pénal. C'est-à-dire le droit pénal doit être strict dans ses qualifications, parce que c'est un gage de la démocratie. Si vous voulez, quand vous comparaissez devant une juridiction pénale, il faut que vous sachiez exactement ce qui vous est reproché en termes de qualification pénale, parce qu'on ne peut pas faire de l'à peu près, ou vous voyez, il peut pas y avoir. Alors je comprends bien, mais ceci ne veut pas dire, bien entendu, que il ne soit pas pris en compte justement des répercussions qui peuvent être évidemment dramatiques sur des enfants, sur leur famille, même s'il y a qu'un seul acte, et même si cet acte n'est pas qualifié de criminel. Mais là, que ça soit un acte criminel ou un acte délictuel, le maximum encouru est un maximum souvent très élevé. Et d'ailleurs, nous avons augmenté les pénalités en ce qui concerne donc tous ces domaines. Donc, ce qui fait que quand le magistrat, qu'il soit un magistrat du tribunal correctionnel ou une cour d'assises en matière criminelle, eh bien, les pénalités encourues sont quand même très sérieuses. Alors, et les moyens qui sont mis en œuvre par la justice
doivent être adaptées à la fois à la gravité de l'infraction et à la personnalité de la victime. Bon, donc si vous voulez, on a quand même les pénalités, les qualifications pénales sont là, elles existent bien entendu, et c'est absolument indispensable parce qu'on est dans une matière juridique qui concerne la liberté des gens. Hein, donc je veux dire, c'est quand même fondamental. Mais en même temps, les possibilités d'appréciation dans la peine, dans l'éventail des peines, dans la peine encourue qui est quand même très élevée et qu'on peut moduler, dans tous les aménagements de peine ensuite qui existent, donne une marge de manœuvre qui permet, si on a tous les éléments en place, qui permet d'adapter quand même à la fois la sanction à la personnalité de l'auteur, et prendre en considération, bien sûr, le traumatisme causé par la victime et tenter de le réparer. D'accord, on va continuer à parler de ça. On va marquer une nouvelle pause en musique et on va se retrouver tout de suite après sur Vivre FM. De retour en toute franchise avec Jean-Paul Garot et Sylvia Brégé qui sont nos invités aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes rapporteur du budget de la justice. Monsieur Garot, juge d'instruction, ancien juge d'instruction, magistrat, député de la Gironde. Sylvia, vous êtes faites partie de l'association Criminonette. Donc on rappellera un peu plus tard ce que c'est, mais vous faites de la prévention beaucoup pour informer des dangers liés à Internet et aussi l'utilisation de l'outil Internet. Il n'y a pas que ça, puisque vous faites de la prévention de sécurité auprès des parents, etc., et des enfants, et des enseignants. Nous étions restés avant la pause en musique sur la redéfinition, la qualification, du mot pédophilie en fait en termes de. Mais je crois qu'au-delà de la qualification, ce qui compte, c'est qu'il y ait vraiment une réponse pénale adaptée à ces auteurs d'infractions, et que l'appareil judiciaire soit à même de les traiter, c'est-à-dire d'une façon judiciaire, juridique, et si nécessaire d'un point de vue aussi médical, pour éviter la récidive. Quand, avec les peines planchées, on a mis en place un dispositif pour être plus sévère avec les récidivistes, ça concerne aussi les pédophiles. Je veux dire, le pédophile, par définition, ce qu'il fait recoupe un certain nombre d'infractions. Des attentats à la pudeur, des viols, ou avec violence ou sans violence, etc. Donc, si vous voulez, juridiquement parlant, on s'y retrouve. Ce qui compte, c'est de bien appréhender le cas de chacun, pour bien le traiter, pour éviter la récidive, et prendre en considération totalement ce qui s'est passé pour la victime, pour évidemment la comprendre et avoir une réponse adaptée à son préjudice, qui est évidemment considérable. Et c'est dans ce sens-là que nous allons. Et que nous trouvons des solutions. D'accord. Je peux vous l'assurer. Bon, alors je vais vous demander de me dessiner une première carte, puisque depuis le début de l'émission, on est bien évidemment, vous et moi, très intéressés par ce qui se passe autour de cette table, parce que c'est un sujet important et que effectivement, on va quand même tirer quelques cartes pour alléger un petit peu tout ça. C'est une question gage, et comme vous n'avez pas pris de question de joker, vous êtes obligé de répondre. Quel est pour vous alors je veux pas vous fâcher avec personne, mais tout le monde répond à cette question. Quel est pour vous le pire animateur de télévision? Voilà, si vous aviez... Alors, mais je veux pas me défausser, défausser du tout, mais j'ai pas en tête le nom d'un animateur qui soit pire ou qui soit très bien. Alors quel est le moins bon, alors, pour vous? Si c'est pas le pire, le moins bon. Celui que vous regardez avec le moins d'intérêt, on va dire. Alors, honnêtement, je suis pas spécialiste de la question, je vois pas. Est-ce que vous regardez beaucoup la télé ou vous avez pas le temps? Non, mais je regarde pas souvent la télé en réalité, très peu. Et je dois dire d'ailleurs que depuis qu'il y a énormément de chaînes de télé, je la regarde encore moins, ce qui peut paraître assez paradoxal. Donc du coup, d'ailleurs, très honnêtement, à part les présentateurs très connus, je trouve d'ailleurs qu'ils font bien leur métier. Bon, les autres présentateurs, je connais pas leur nom, donc je peux même pas vous répondre vraiment, quoi. Il y a jamais personne qui m'a frappé. Je vais vous en citer quelques-uns, vous me direz, j'aime bien ou j'aime moins. Vous êtes obligé de répondre en toute franchise. Alors si je vous dis par exemple Benjamin Castaldi. Je crois qu'il fait bien son métier. Bon, par contre, des émissions, qu'il anime sont peut-être pas du goût de tout le monde, voilà. Bon, mais je crois qu'il fait bien son métier. D'accord. Christophe de Chavannes. C'est un peu pareil, hein. Des émissions là qui sont. C'est difficile évidemment de répondre à ces questions parce que bon, ça pose la question en fait. C'est plus que la question des présentateurs, c'est quand même la question de l'évolution de la télé.
sur ce qu'on en fait, quoi. Hein. Et c'est vrai que la télé hyper commerciale, qui est influencée uniquement par l'audimat, des présentateurs y vont parce que voilà, mais je suis persuadé que ceux qui y vont sont pas forcément toujours. Ils font leur métier. Mais alors, je veux pas être nostalgique d'une époque révolue. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y en a encore, mais enfin il y avait quand même des émissions beaucoup plus intéressantes. Voilà. D'accord. Eh bien, on va marquer merci pour la réponse en toute franchise. On va marquer une pause en musique. On se retrouve tout de suite après sur Vivre FM. De retour en toute franchise avec Sylvia Abrégé et Jean-Paul Garot. Alors Sylvia Abrégé, vous n'avez pas beaucoup parlé pendant cette première émission qui était plus sur Jean-Paul Garot, j'allais dire. Est-ce que, en fonction de ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez revenir et avoir quelques éclaircissements ou pas De ce que je retiens, c'est qu'il y a des évolutions qui sont en train de se mettre en place, des réflexions sur la dangerosité de certains criminels. Parlons de tous les criminels, y compris des pédophiles. Il y a une avancée qui est en train de se mettre en place quand même depuis quelque temps, des réflexions utiles comme les hôpitaux fermés, etc. Hôpitaux prisons, peu importe, on les appelle comme on veut. Après, il y aura des choses effectivement à voir au sein de ces hôpitaux, c'est-à-dire du personnel soignant qualifié, formé spécifiquement, notamment à l'écoute des agresseurs sexuels et des pédophiles. Chaque pédophile est différent, son histoire, sa personnalité. Non, je pense qu'il y a une évolution. Après, il faut voir, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, tout remonte de très loin. Et il y a tout un travail, un travail à faire qui est assez énorme. Et on va voir étape par étape comment ça se passe. Mais il est temps effectivement de réfléchir sur la dangerosité de certaines personnes et que doit-on faire de ces individus au sein de la société. Comment protéger la société de ces individus? Moi, j'ai une autre question pour vous, monsieur le député. C'est à un moment donné, lorsque ce qu'on appelle les cyberflics, qui sont en charge de la protection qui sont chargés des délits sur Internet, etc. Et lorsqu'on parle, c'est le sujet du jour, la cybercriminalité, la cyberpédophilie, lorsqu'un pédophile se fait passer pour un enfant sur Internet et masque son identité pour pouvoir approcher un enfant, et il va le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à enlever l'enfant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore un policier ne puisse pas lui se faire passer pour un enfant pour pouvoir finalement tendre un piège à ce pédophile de la même façon que l'autre il fait la même chose en face, et que lorsque le pédophile est arrêté, finalement, par ces moyens-là, si un policier s'est fait passer pour un enfant, c'est un vice de procédure et la personne est relaxée en fait. Mais justement, on a fait des progrès dans la matière, puisque Michel Alliot-Marie avait dévoilé en début d'année 2008 des mesures importantes en ce qui concerne justement cet aspect-là, et justement de permettre à des gendarmes d'utiliser bien sûr les mêmes armes, les mêmes moyens pour parvenir à découvrir ces individus-là. Donc les dispositifs maintenant sont en place, ils sont en cours d'application, et en même temps on a créé bien sûr aussi des enquêteurs spécialisés là-dessus, avec du matériel spécialisé, qu'il soit au niveau de la police ou de la gendarmerie, et il y a plusieurs mesures en ce sens, si vous voulez. Il y a vraiment une prise en considération qui ne remonte pas d'ailleurs à 2008. Déjà, on a eu plusieurs fois en 2005 notamment, on a eu de grandes avancées à la matière pour lutter effectivement, parce qu'il faut faire évoluer la législation par rapport à ce sujet. Donc ce que vous indiquez a été pris en compte, et il a été particulièrement dénoncé et annoncé par notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, bien entendu. D'accord. Donc c'est en route. Donc c'est en route. Donc c'est-à-dire que très clairement, les gendarmes n'auront plus d'obstruction, je dirais, à leur enquête purement juridique. Voilà. Parce que dans d'autres domaines, qui n'ont rien à voir, mais encore il y a pas très longtemps, il était interdit à un gendarme d'ouvrir le coffre d'un véhicule. Voilà, alors qu'il n'y avait pas d'infraction a priori constatée. Seuls les douaniers pouvaient le faire, ce qui est quand même incompréhensible, parce que soi-disant le véhicule était un domicile, assimilé à un domicile. Bon, nous avons voté il y a 3 ou 4 ans une disposition qui permet bien entendu à des gendarmes de faire ouvrir le coffre d'une voiture. Mais j'ai entendu quand même dans l'hémicycle des débats quand même assez incroyables, où effectivement on voulait absolument pas porter atteinte, priver des gens, etc., en ouvrant un coffre de véhicules. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, il y a quand même des résistances. Il faut quand même bien comprendre que par rapport à cela, comme il y a
quelquefois des procès d'intention qui sont faits un peu d'ordre politicien. Je le dis parce que quelquefois j'en fais les frais aussi. Moi, j'ai pas d'état d'âme avec la lutte contre ces individus-là. J'ai pas d'état d'âme. Autant je considère qu'il faut les traiter, faire en sorte de les réintégrer dans la société, autant je considère qu'il faut lutter sévèrement et très rigoureusement contre ces criminels pervers. Voilà. Et c'est tout l'objet, si je dirais, de mon mandat, quasiment, de m'occuper de cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité absolument qu'on ait ce colloque demain, qui va parler de dangerosité de ces individus. Voilà, parce que je travaille sur ces questions depuis finalement longtemps, et cette notion d'évaluation de la dangerosité, si vous voulez, permet en réalité, au-delà des aspects techniques, je ne vais pas en parler là, mais permet en réalité, alors que la peine est terminée, de garder à disposition, y compris même de garder enfermé, un individu qui est toujours reconnu très dangereux pour éviter de récidiver, et notamment en matière sexuelle, bien entendu. Donc, si vous voulez, ce que je propose, j'en ai parlé depuis longtemps, il y a eu plusieurs séries de lois, il y a eu la loi sur la rétention de sûreté, on a un problème d'application de cette loi suite à une décision du Conseil constitutionnel. Le premier président de la Cour de cassation a rendu un rapport récemment qui avait été saisi par le président de la République. On va faire une nouvelle petite loi, si je peux dire, après ce rapport qui a été déposé par monsieur Lamanda, mais mon dispositif, dont on va parler demain, mon dispositif permet de garder à disposition et surveiller l'individu, mais en lui donnant toutes les possibilités de réinsertion, y compris médicale. On rappelle donc c'est demain, vendredi 17 octobre, de 9h à 18h dans le 7e arrondissement. L'accès est finalement pour oui, alors l'accès, c'est salle Victor Hugo, donc au 101 rue de l'Université. Le colloque sera ouvert par le garde des Sceaux. Le public peut y assister. Le public peut y assister, mais il faut s'inscrire évidemment par mail. Donc sur JP Garot GA2RAUD @assemblée-nationale avec un .fr sans accent. Mais le problème pour ceux qui voudraient s'inscrire, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup d'inscriptions. Et c'est une salle de 400 places, elle est déjà pleine. D'accord. Eh bien, nous, on va marquer la dernière pause en musique et on se retrouve tout de suite après pour conclure cette première émission, puisque je vous expliquerai après qu'il y en aura une deuxième. De retour pour conclure l'émission. Alors l'émission qui vous était destinée, Jean-Claude Garot. Voilà. Je vais vous poser moi une dernière question. Si vous étiez la question qu'on pose à chaque fois, si vous étiez un panneau de signalisation, vous seriez lequel? Ne regardez pas, c'est bien la première fois. Évidemment, je me suis jamais imaginé en panneau de signalisation. C'est vrai que je suis pas du style à emprunter des coups urbains et des zigzags. D'accord. Donc ça serait certainement pas celui-là, parce que je préfère la ligne droite et j'ai toujours été en accord avec mes convictions. J'ai fait ce métier d'ailleurs par conviction. Je m'y suis engagé d'ailleurs parce que je voulais m'engager vraiment, et notamment dans des actions comme celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a un panneau qui illustre une ligne droite? Il va falloir l'inventer. Je sais pas, mais j'accepte la réponse. Voilà. De la ligne droite, le panneau de la ligne droite, voilà. Tout droit, toujours voilà. tout droit. Toujours voilà. droit, voilà. Merci beaucoup d'avoir... Alors, nous, de toute façon, on va se revoir, puisque demain, on va faire une nouvelle émission, où cette fois-ci, on va baser l'émission sur Sylvia Brégé, et vous pourrez bien évidemment intervenir pour éventuellement lui apporter des précisions sur ce qu'elle nous dira, etc. Voilà. Donc nous, on se retrouve demain en toute franchise. Je vous rappelle le colloque demain sur le thème neutraliser les grands criminels. C'est salle Victor Hugo dans le 7e arrondissement. J'en dis pas plus parce que là on est un peu c'est un peu booké maintenant au niveau des places, etc. Et nous on se retrouve demain sur Vivre FM.